Élu dans Robertval en 70, Robert Lamontagne milite pour une implication des jeunes en politique et au développement régional. Député libéral, il devient vice-président de l'Assemblée nationale, puis whip en chef de l'opposition. Sa plus grande réalisation demeure l'implantation d'une usine de pâte et papier à Saint-Félicien. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Vous étiez ministre pas ministre, mais député d'une circonscription de région. Comment vous organisez votre temps, là? Parce que Saint-Félicien, le comté de Robertval, c'est au moins à 3 heures de Québec. Ah, ben oui. À 3 heures. C'était au moins 3 heures. Dans ce temps-là, le parc n'était pas sécuritaire. Non. Fait que, ça, c'était toute une épopée. Puis, ça veut dire, moi, je partais, parce que le lundi, je faisais du bureau toute la journée, beaucoup, c'était très épuisant. Et le mardi matin, je me levais vers 4 heures le matin, à peu près. Enfin, je faisais ma toilette, puis le départ vers 5 heures. Il fallait, pas le choix. Fait que là, je partais pour Québec le mardi matin. Fait que dans le parc de Laurentides, qui n'était pas toujours beau, c'était pas toujours facile, là. Mais on faisait ça beau temps, mauvais temps. Moi, je manquais jamais manqué une fois de ma carrière politique, de sauter une semaine, jamais manqué ça. Fait qu'on venait. Puis là, j'arrivais avec mes valises, là, plein de dossiers que j'avais à rencontrer les municipalités, les dossiers. Donc, dans la semaine, il fallait que je prenne mes appointements aux différents ministères. J'allais beaucoup dans les ministères, moi. Je disais souvent, surtout l'été, quand personne n'y allait, tout le monde était en vacances. Moi, j'en profitais pour aller dans les ministères. Et pas parler seulement aux ministres, mais aller vraiment voir les fonctionnaires. Moi, j'allais voir souvent le plus humble des fonctionnaires, mais qui avait le dossier, et je montais jusqu'au sous-ministre. Et ça ne donnait rien d'essayer de convaincre un ministre, parce qu'une fois que tu es sorti, il faut bien qu'il parle à son sous-ministre, à son directeur. Moi, je pense que j'avais pris le bon moyen. J'ai beaucoup travaillé avec les fonctionnaires. J'ai eu beaucoup d'amis. Ils étaient très respectueux, puis moi-même. On a toujours eu une bonne collaboration. Comme député du comté Robertval, j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai toujours été très, très bien reçu dans tous les ministères où je suis allé par les fonctionnaires. J'essayais d'avoir un profond respect pour ce qu'ils faisaient. Je ne leur sautais pas par-dessus la tête, autrement dit. Je savais que si ça se rendait au ministre, moi je m'occupais du ministre, c'était pas long. Mais il fallait se rendre au ministre. Les fonctionnaires étaient là pour étudier les dossiers. C'est pas le ministre qui étudiait les dossiers. C'est encore de même, d'ailleurs. Fait, quand j'ai appris à connaître le fonctionnement gouvernemental que je disais tantôt dans mon apprentissage, ce n'était ça, parce que de bien connaître le fonctionnement, comment on fait pour avoir du succès là-dedans? Parce qu'on arrive ici, personne ne te connaît, bon, c'est plein de demandes de toutes sortes, de toute la province de Québec, puis toi, tu veux réussir. En fait, il faut que tu sois à ceux et celles qui s'occupent de ces choses-là, de les respecter, de plaider ta cause correctement, pas politiquement, correctement, bien fondé des villes et municipalités. Et puis souvent, quand c'était une municipalité, quand c'était pas trop de dépenses, on invitait le maire et le conseil. Quand le dossier était important pour impressionner tel ou tel fonctionnaire, j'arrivais avec le conseil en entier, ça aidait. C'était ça, notre monde. Il fallait beaucoup travailler dans les ministères. Beaucoup. C'est des beaux souvenirs. Ah, bien ça, c'était un beau souvenir. Moi, ces souvenirs-là, auprès de la collaboration des fonctionnaires, pourquoi il y en a qui ont dit que dans mon temps, j'ai eu un certain succès? C'est les méthodes de travail qui font souvent le succès. Par exemple, en 1970, je suis en campagne électorale. Ceux qui m'écouteront de Saint-Augustin s'en souviendront.
je suis à Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est une paroisse reconnue libérale. Pas une grosse paroisse. Puis les autres, il y avait vraiment un problème d'asphalte. Ça fait que... Après que là, je m'en vais je faisais ma tournée pour mon élection en 1970. Les autres, là, il y a quelqu'un qui prend la parole, il dit, écoutez bien, là, monsieur le candidat, là, nous autres, il y a un qu'une chose nous intéresse, là, l'asphalte. Fait, promettez-nous l'asphalte. Ah, et vous promettez-nous l'asphalte. Bien, j'ai dit, écoutez bien. J'ai dit, comment qu'il y en a avant moi, là, qui vous l'ont promis, l'asphalte? Bien, ils l'ont tout promis. Ah oui? Puis vous ne l'avez pas. Ben moi, là, je vous promets pas de ça. Je vais vous la faire. Pas pareil. Ah, si vous ne promettez pas asphalte, on ne vote pas pour vous. Ah, j'ai dit, ni ici, ni ailleurs. Par ailleurs, ils me faisaient promettre des ponts. Je ne promettais rien à personne. J'ai dit, moi, je veux réaliser, pas promettre. Ça fait qu'ils n'ont pas voté pour moi. Pas une grosse majorité, mais je n'ai pas eu la majorité. Mais un an après, il y avait leur asphalte. Monsieur Lamontagne, en mars 1973, vous avez été promu vice-président de l'Assemblée nationale. Comment M. Bourassa vous a présenté ça et quel travail vous attendez là? Bon, M. Bourassa, ça faisait quelques fois qu'il me parlait, qu'il aimerait me confier une fonction. Puis, moi, en fait, c'est celle que je voulais. Il m'appelle, il m'a dit, c'est que tu aimerais être. Je dis, moi, M. Bourassa, pour le comté Roberval, j'aimerais ça être adjoint parlementaire du ministère des Terres, du ministre des Terres et Forêts. Ah, bien, écoutez, vous connaissez le comté Roberval, ce serait bon pour moi, pour le comté. Ah, peut-être ça a du bon sens, mais il dit, c'est pas là que je veux te nommer. Ah bon, écoute. Fait qu'il dit, je te nommerai vice-président de l'Assemblée nationale. Ah oui? Ah, ça, je ne m'attendais pas, je ne l'avais pas venir du tout, celle-là. Ça fait que, ben, j'ai dit, bien sûr, j'ai dit avec Jean-Noël Lavoie, qui était président. Jean-Noël était un notaire, comme moi. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais accepter, là, j'espère que je peux devenir un bon vice-président. On verra. Je demandais si, est-ce que M. Lavoie a été consulté? Il dit oui. M. Lavoie a été consulté. Il dit très heureux de cette nomination. Ah, parfait. Ça fait que j'ai accepté cette nomination-là. Et bien sûr que Maître Lavoie, Jean-Noël, m'a fait suivre des cours intensifs, m'a guidé beaucoup, comment faire, toutes les responsabilités qu'il voulait me confier au sein de l'Assemblée nationale. Il faut dire aussi que l'Assemblée nationale, dans ce temps-là, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? Elle était à bâtir. M. Lavoie, en devenant vice-président de l'Assemblée nationale, avait commencé à faire comme un véritable ministère avec beaucoup de fonctions différentes. Et c'est à ça qu'on s'est attelé, que j'ai secondé M. Lavoie. Et M. Lavoie, lui, en plus, les représentations, c'était pas son fort. Fait qu'à tout bout de champ, c'est moi qui représentais l'Assemblée nationale pour recevoir ou pour à l'extérieur, parce qu'il y avait beaucoup de... je ne savais pas ça, mais beaucoup de réceptions. C'était bien agréable en passant, là. Mais quand même, il fallait être à la hauteur de ceux et celles qu'on représentait. Fait que l'Assemblée nationale était appelée à recevoir beaucoup d'étrangers, de tous les paliers de gouvernement, tant fédéral, etc. Enfin, on était bien organisés, par exemple. J'ai travaillé beaucoup avec M. Lavoie et on est devenus pas seulement des collègues, on est devenus des amis. On avait du plaisir à se rencontrer, à être ensemble, même dans la vie privée. Mais c'est un homme, quand il est devenu président, il était complètement apolitique et il ne voulait pas que je participe au caucus libéral. Lui ne participait pas, comme on sait, dans le salon, dans le parlementaire, il y avait un salon du président. C'est là que le président doit manger pour ne pas être en contact avec les autres partis politiques. Et après que moi, il ne voulait pas. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, ça c'était pas dans mon contrat. Moi, ma vie politique est très importante. Je ne peux pas ignorer ça. Ça fait que j'avais communiqué avec M. Bourassa pour lui dire ça. J'avais un problème. Là, le président ne voulait pas. Alors, je vais y parler, moi. Alors, M. Bourassa tenait à ce que je demeure dans le caucus. Bon, ça, c'est réglé. Mais ça vous éloignait de votre comté aussi? Non.
Donc, les gens étaient honorés de ça. Le vice-président, ils nous voyaient, là, bien habillés. Puis on avait un costume spécial, notre habit de travail, qu'on l'appelait. C'était justement Harry Blank, l'autre vice-président, qui s'occupait du tailleur pour qu'on soit bien habillé. C'est lui qui s'occupait de ça. Mais il fallait présider. La première fois que j'ai présidé, là, j'étais nerveux, ça n'avait pas de bon sens. Enfin, j'ai appris mon métier difficile. Mais j'ai aimé ça. Hein. J'ai aimé ça, surtout tout ce qui était ailleurs que présider l'Assemblée nationale, toutes les fonctions, les devoirs, les responsabilités, ce qu'on s'occupait aussi de bâtir ce ministère-là qui est devenu là, un petit joyau qui est l'Assemblée nationale, tous les voyages à l'étranger qui relevaient de tout le monde, c'était même à un moment donné ma responsabilité, toutes sortes de choses, très intéressant. Et Jean-Noël a été un président de l'Assemblée nationale extraordinaire et un président pour l'Assemblée nationale qu'on connaît maintenant, la structure, c'est lui le créateur de la structure que nous connaissons. J'étais très fier de collaborer avec lui. Aux élections de 73, de l'automne 73, vous avez sollicité un deuxième mandat. Là, vous aviez de l'expérience, vous aviez un bilan, ça devait être plus facile. D'abord, on ne s'attendait pas d'avoir une élection, là, nous autres. Là. On était en octobre 73, on avait été élus en 70. Bon. Là, à un moment donné, on était convoqués dans le Vieux-Québec, en bas, la maison Chevalier, je pense que c'est quelque chose comme ça, par le premier ministre. Ça fait qu'il nous informe qu'il y a une élection le 29 octobre. Et on était un peu découragés. Puis comme le délai entre le décret d'élection et l'élection était court, fait qu'on n'avait pas le temps de convention. Fait qu'il disait allez à mon bureau, chercher vos lettres parce que les lettres de candidature doivent être signées par le chef et le premier ministre. Mais j'aime autant vous dire qu'il y en a qui n'auront pas de lettres. M. Bourassa, là, ses airs, bon garçon, ça fait que, mon Dieu Seigneur, ça courait au bureau du premier ministre pour chercher des lettres. Un peu nerveux. Effectivement, il y en a plusieurs qui n'avaient pas leurs lettres, plusieurs. Ça fait que, puis lui, il sentait qu'on était nerveux. Il ne soyait pas nerveux. On a la grande confiance de la population envers ce qu'on a fait. Enfin, on n'était pas sûr. Moi, je n'étais pas convaincu tant que ça que la population avait tout vu ça, la crise d'octobre, les médecins, que tout... ouais. Mais en fait, quand c'est arrivé le soir d'élection, on a eu, je me souviens bien, près de 50... C'est une affaire incroyable. C'est un record de tous les temps pour un parti politique. Le 29 octobre 1973. Et 102 députés. 102. Ah là. Pendant la nuit, j'ai parlé à M. Bourassa pendant la nuit. Comme vous savez, M. Bourassa, il n'y avait pas d'heure pour lui. On pouvait lui parler comme... Enfin, j'avais placé un appel, puis il m'a rappelé, peut-être 3 heures ou 4 heures le matin. Ça fait qu'il n'était pas heureux de ça. Il trouvait que c'était une véritable catastrophe. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Il était devant. Il disait l'inquiétude, puis il m'a compté ça, puis il avait dû le compter à d'autres pendant la nuit, mais à moi en particulier, c'est que si l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale, elle va être ailleurs. C'est ce qui s'est passé ailleurs. Et là, nous, comme vice-président et Jean-Noël Lavoie comme président, mais là, ça ne marchait pas du tout, nos règlements. Les règlements de l'Assemblée nationale n'étaient pas faits pour ça. Donc, très rapidement, il fallait modifier les règlements de l'Assemblée nationale pour permettre qu'il y ait une saine opposition à l'Assemblée nationale. C'est qu'il n'y avait pas les droits de parole, etc. Enfin, ça a été très complexe. Même l'Assemblée nationale elle-même, comment qu'on divise ça, là? C'était presque une dictature démocratique qu'on vivait, nous autres. Là. Ben oui.
dans le fond, vous passiez n'importe quoi que vous vouliez, hein? Vous pouvez bien laisser parler le parti de l'opposition, mais une fois qu'il avait placoté... Donc, c'était très dangereux. Et c'est ça qui est devenu dangereux. Quand on est trop fort, le gouvernement... Probablement que la population, en 1973, en élisant le Parti libéral, n'a pas cru qu'il y aurait autant de députés et personne... Et à quoi vous avez attribué cette vague? Ah, mais c'était une vague, comme on a eu au Québec le NPD, des espèces de vagues où tout le monde en même temps décide la même chose. Mais il est arrivé un événement qui n'a pas favorisé le Parti québécois, c'est mon opinion. C'est lorsqu'il y a eu le débat radiophonique entre M. Parizeau et Raymond Garneau sur le budget de l'an 1 du Parti québécois. Raymond Garneau, de l'avis de tout le monde, et avec raison, a gagné haut la main ce débat-là. Il s'était empêtré dans le budget de l'an 1 et tout le monde s'en était aperçu. Donc, ça n'a pas aidé. Également, il y avait un projet de loi qui disait... Le premier ministre disait, si on est réélu, le Parti libéral, le premier projet de loi, c'était pour donner de l'argent additionnel à chaque enfant dans une famille. Ça fait que c'était très intéressant, plus même que le premier ministre pensait. Ça fait que, parce qu'une anecdote, M. Bourassa, au début de la campagne en 1973, vient chez moi. Puis on fait une émission de radio ensemble. Il dit, de quoi que t'aimerais qu'on parle? Bien, j'ai dit, écoutez bien, je vais vous parler d'une de vos promesses, peut-être que vous ne connaissez pas très bien. Enfin, la prochaine fois. Là, c'était une tribune téléphonique. Fait que madame m'appelait, parce que j'avais convenu avec des personnes, appelez-moi pour qu'on compte, puis dites-moi que vous avez 5 enfants pour que je compte comme il faut avec vous. Puis là, il était bien surpris comment que ça faisait d'argent par famille. C'était extraordinaire, pas imposable. Alors, dans un milieu comme le nôtre, où la richesse, c'est pas ce qu'on retrouvait de mieux, là, bien, ça comptait beaucoup. Vous êtes revenu parmi 102 députés libéraux. M. Bourassa vous a reconduit à la vice-présidence de l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous avez offert autre chose? Non. Un des problèmes qui est arrivé au Parti libéral au pouvoir, c'est que tous les ministres ont été reconduits dans leurs fonctions. Et là ça a commencé fondamentalement. Là. Il y a beaucoup de députés... je vais être méchant, ce que je vais dire là. Les députés de Montréal étaient, de par élection, ils trouvaient tous qu'ils devaient être ministres. Surtout quand un député de Montréal avait cette qualité-là, était ministrable immédiatement. Ce que l'on ne trouvait pas, nous, les ruraux, que c'était le cas. Mais ça fait que là, ça a commencé tranquillement. La grogne s'installe. Alors, imaginez, quand vous avez 80 députés que vous n'êtes pas capable de satisfaire par... Il y en a qui étaient adjoints parlementaires, mais mettons une soixantaine, là, ça vient que le temps est long. Le temps est long. C'est ce qui s'est passé tranquillement. Et le peuple était, avec raison, exigeant. Peut-être pas capable de tout faire. Dans le deuxième mandat, c'était difficile. Les finances, en particulier. Enfin, ça s'est dégradé plus vite qu'on aurait pensé. Le climat politique au Québec et les gens du Parti québécois, ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas nombreux, mais étaient travaillants. Travaillaient, là, très fort. Vous venez de parler des députés ruraux versus les députés de Montréal. L'Assemblée nationale siégeait à Québec, le Conseil des ministres aussi. Vous, à un moment donné, vous avez convaincu M. Bourassa d'amener le Conseil des ministres chez vous. Oui. Bien, c'est-à-dire qu'en 1975, M. Bourassa, comme d'autres, puis comme moi, on sentait que ça n'allait pas très bien pour nous. Il y avait de la grogne interne. C'était pas facile. Quand on se rencontrait, là, il y avait beaucoup de grogne, même caucus. Puis sans doute que ça devait sortir un peu du caucus. Quand on est 100, là, garder le silence, c'est pas toujours facile. Fait que M. Bourassa avait sans doute choisi quelques députés pour les consulter à l'occasion sur différents sujets. Et j'étais un de ceux-là. Et je me souviens d'une fois, entre autres, on était à Québec, on venait à ma place donner des noms
était chez M. Henri Dutil, un bon ami de M. Jean Lesage. On était là, j'avais été invité, là, moi. Il y avait M. Bourassa, Mme Bourassa. Bien, évidemment, c'est de quoi ça parlait? Ça parlait de politique. Et moi, je me trouvais à un moment donné avec M. et Mme Bourassa, puis il m'avait demandé, puis Robert, moi, j'avais dit ce que je pensais. Mme Bourassa ne m'avait pas trouvé très drôle. Hein? Elle dit, franchement, j'ai dit, Mme Bourassa, j'ai dit, quand votre mari me parle, moi, j'ai dit ma vérité. Moi, j'ai toujours fait ça. Enfin, il connaît que c'est ma vérité que je pense profondément. Fait que cette conversation-là a continué à son bureau d'une façon plus intime. Mais il dit, t'inquiète comme ça. J'ai dit, je suis pas inquiète, M. Bourassa, je suis très inquiet. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai dit, un climat malsain. J'ai dit, moi, là, il faudrait qu'il y ait une quinzaine de partiels. Il y en a là, qui sont désagréables. Il faudrait qu'ils se retirent. Moi, à votre place, là, vous avez le pouvoir de faire ça. On enverrait une quinzaine. C'est mieux qu'une générale, puis ça calmerait pas mal. Hein? Il n'a pas voulu, évidemment. Ça fait que, il se propose-moi. Ben, je proposé. J'ai dit, vos ministres se cachent et ils ont peur de rencontrer le monde. On appelle ça le bon cœur. C'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde est enterré là-dedans. Sortez, amenez-les, allez dans une région, faites quelque chose. Faites un petit coup d'éclat pour qu'au moins montrer à la population que vous allez au-devant d'eux. Ça fait que ça reste là. Hein? Puis là, à peu près une semaine, pas longtemps après, une semaine, je passais sur le bureau du premier ministre, un bureau en rond, on passe. Hein. Puis lui, sa porte était presque toujours ouverte, M. Bourassa. Fait qu'il me voit passer. Je vais aller voir quelqu'un dans son entourage. Il dit, Robert, j'ai affaire à toi. Elle me crie. Bon, le premier ministre qui après toi, tu rentres dans son bureau. Ça fait que. Et j'ai pensé à ton affaire. Quelle affaire? Et il dit, le Conseil des ministres. Elle dit, oui. Oui, et j'ai décidé, on donne suite à ta proposition. Et dit, on va aller chez vous. J'ai dit, chez nous. Et chez vous, à Saint-Félicien, là. Et il dit, appelle Lise. Lise, c'est le nom de ma femme, qui connaissait bien. Ben non, M. Bourassa, ça ne marche pas de même, un conseil des ministres. C'est pas ma femme qui s'occupe de ça, là. Ah, mais il dit, on va chez vous. Ça fait qu'il dit, planifie ça, donne-nous la date. Il dit, en octobre, à quelque part, au milieu, là, on organise ça. Ça fait que je me mets là-dedans, je n'ai pas besoin de vous dire hein, que... Puis là, j'ai mis toute une armée là-dedans, Saint-Félicien, pour travailler avec moi. Et en fait, ils sont venus 3 jours. Le premier ministre est venu 3 jours à Saint-Félicien. Et les conseils des ministres, 2 jours en entier, le 9 et 10 octobre 1975. Et tous les ministres, il y en avait 2, 3 en Europe, ils ont été obligés de revenir. Tous les ministres étaient présents à Saint-Félicien. Ça, quand vous me parlez d'un souvenir politique, pas besoin de vous dire qu'avoir reçu dans ta petite ville tout le conseil des ministres au complet. Et on avait demandé la collaboration de la population pour bien les recevoir. Simplement. Fait qu'en fait, ça s'est passé de même, que les ministres se promenaient tout simplement sur la rue, trottoir. Il n'y avait pas de garde de corps. Ils se promenaient comme ça. Personne ne dérangeait. Et j'avais demandé à la Chambre de commerce de Saint-Félicien de chaque membre de s'occuper d'un ministre en particulier. Vous vous occupez de lui, tous ses désirs, vous vous occupez de ça. Ça tout a été fait. Et en plus d'avoir eu... et on avait un dossier à Saint-Félicien, le projet d'Onaou, dans le temps, qui n'était pas fait. Et le premier ministre a organisé une rencontre ministérielle à Saint-Félicien, fédérale, provinciale, à laquelle, même si je n'étais pas ministre, il m'a permis d'assister, parce que c'était un projet qu'on tenait beaucoup. Comme député, oui. Ben oui, auquel je tenais beaucoup. Ensuite, et là, je lui ai proposé de faire une petite réception, d'inviter toute la région à un cocktail, rencontrer tout le conseil des ministres. J'ai dit, en autant qu'il faut que tout le monde soit là, par exemple. Allez, tout le monde. Fait qu'on a organisé une réception extraordinaire dans une école. Il y a eu 800 personnes. Toutes les autorités de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean ont répondu présents à l'appel. Parce que c'est une invitation apolitique. Tous ceux qui dirigeaient quelque chose étaient invités. Et sont venus à Saint-Félicien et ont tout pu parler au ministre, tout simplement. Alors, ça a été bien agréable, bien agréable. Mais à cette occasion-là,
quand je disais aux gens de la Chambre de commerce, là, évidemment, quand vous êtes avec un ministre, là, vous parlez pas seulement de la pluie et du beau temps, parlez-vous de son ministère, de nos dossiers qu'on a dans la région. Il faut que ce soit payant pour notre coin. Hein? Ça fait que le Conseil des ministres, évidemment, qui est à huis clos, on le faisait siéger à 2 endroits. À l'hôtel de ville de Saint-Félicien, c'était bien normal, mais également au zoo de Saint-Félicien. Fait qu'on avait fait aménager un endroit spécial pour permettre qu'un conseil des ministres puisse siéger, mais également qu'il aille au zoo, hein, voir le zoo, auquel on tenait beaucoup. Ça fait que ça a été extraordinaire. C'est un de mes plus beaux souvenirs politiques. D'ailleurs, tout a été filmé. On a tout un film de ça pour le Conseil des ministres à Saint-Félicien, que j'avais venu présenter à M. Bourassa un peu plus tard. Fait que ça avait été marquant. J'étais très couvert par la presse du Québec national. Elle était tout rendue au Lac-Saint-Jean. Fait que c'est sûr que ça a aidé beaucoup. Hein? Moi, ça m'a aidé, en tout cas. Pour le député? Ben oui, le député, ben coudonc, si on est capable de recevoir un conseil des ministres, c'est sûr qu'on doit avoir la considération du premier ministre. Hein? C'est ça que le monde se disait. C'est ça. Ouais. Durant le deuxième mandat, 73-76, du gouvernement libéral, le projet de loi controversé de la loi 22 sur la langue officielle. Ça, là, ça a créé beaucoup d'émotions, d'émotivité. Vous présidiez la commission parlementaire qui recevait les mémoires, qui dirigeait les travaux. Moi et d'autres, parce que ça a été long, hein, puis difficile, hein, puis très astreignant. Hein. Comment vous avez vécu ça? C'était très dur, très dur. Très dur à l'interne, très dur à l'externe. Hein, parce que le Parti québécois, parce qu'il y avait des bonnes choses dans le projet 22, hein, il y avait beaucoup de bonnes choses, mais le Parti québécois la rejetait en bloc. Et quand on dit on était au Salon Rouge, les gens arrivaient et s'enchaînaient après des chaises, c'était pas facile. Hein? Puis on avait à l'intérieur de notre propre parti des gens, des députés qui étaient contre, mais contre. C'était viscéral. Hein? Fait qu'il fallait accepter ça, respecter ça. Puis en même temps, M. Bourassa, il arriverait à ce qu'il voulait. Il voulait passer cette loi-là. Il ne pouvait pas, dans sa carrière politique, lui, la protection de la langue française, il ne pouvait pas se retirer sans avoir réalisé cette chose. Fait qu'il a sacrifié beaucoup de choses. On a vu, par exemple, en 1976, les anglophones se quitter, le Parti libéral. Il y a même eu la fondation d'un autre parti. Enfin, ça n'a pas été facile. Vous avez eu dans votre comté une manifestation qui n'était pas tout à fait hostile. C'est dans quelle occasion? C'était des gens de Lac-Bouchette qui avaient pris congé, conseil municipal, des gens de l'oratoire beaucoup de monde, fait des pancartes parce qu'il y avait eu un projet d'usine à Lac-Bouchette, Eau-de-Houx, ça s'appelait. Et controversé, difficile. Il y avait à peu près 10 villes dans la province qui voulaient avoir ce projet-là, comme tout le temps quand il y a un projet quelconque. Et nous, peut-être qu'on avait assez bien travaillé, on l'a obtenu au Lac-Bouchette. En fait, ça a été la satisfaction. Moi, c'est un de mes beaux souvenirs. Moi, j'ai eu des pancartes pour faire dire merci. En tout cas, dans la vie. C'est assez rare. C'est assez rare. Parce que la fois où j'ai fait ma plus grosse annonce, moi, le 21 avril 1976, à Saint-Félicien, le projet d'Onahu, il y en a qui n'étaient pas contents de cette annonce-là. Ça fait qu'on avait beaucoup de gens de l'extérieur qui étaient venus manifester à coups de pancarte, crier des noms, tout ça. Fait que c'était pas drôle. C'était un vrai désastre. Mais la plus belle annonce qu'un député peut faire, c'est de dire les travaux commencent demain matin. Et un projet, c'était un projet de 300 quelques millions. Dans le temps, c'était considérable. Et c'est le premier projet après les Olympiques qui a été construit en dedans des budgets. Ça a été réalisé en deçà. Ça a été une réussite totale au point de vue syndical, tout point de vue. Un bijou de construction, ouais, à tout point de vue. C'était un beau souvenir. Oui. On se revoit la semaine prochaine, M. Ça fait plaisir.